Merci, merci beaucoup. Est-ce que le micro fonctionne? Non, celui-là. Alors, faut appuyer dessus. Voilà. Parfait. On n'est jamais trahi par la technique. Il suffit de savoir la manier. Voilà. Aucune philosophie, aucune analyse, aucun aphorisme, aussi profond soit-il, ne peuvent se comparer en intensité et en plénitude de sens avec une histoire bien racontée. Au fond, c'est sur ces mots d'Hannah Arendt que j'aimerais ouvrir cette réflexion, car il me semble que l'histoire que sont en train de nous conter Accès et Lo Cerro a Siempre, la France et la Colombie aujourd'hui, cette histoire est une histoire magnifique. Et la communication que je vais faire sera illuminée par le sourire de ces enfants colombiens qui illumineraient les ciels les plus gris et que nous avons vus sur ces images que nous avons partagées. Donc, merci de votre invitation. J'ai intitulé cette intervention « Apprendre à vivre ». Comme on vient de le rappeler, moi je suis spécialiste de littérature orale et ce sont plutôt des apprentissages du texte oral que je parlerai. Alors apprendre à vivre un abécédaire du monde, pourquoi? Parce qu'il y a dans les contes de jeunes enfants qui peuvent être des héros de contes et en général ces jeunes enfants vont partir à l'école ou plutôt aux écoles. Mais ce sont des écoles qui sont souvent des écoles surprenantes. Elles sont situées dans la forêt, dans le désert, dans la montagne, dans les lieux parfois les plus inhospitaliers du monde. Et on va se mettre à l'école des chiens, des chats, des singes, des oiseaux. Aussi ai-je choisi ce matin 3 écoles, si vous le voulez bien, pour structurer cette réflexion dans le temps qui m'est donné. Je parlerai d'abord, je me placerai sous le signe du lien, pour reprendre le beau titre d'un ouvrage de Boris Cyrulnik dont je vais reparler dans un instant. Et donc je vous parlerai d'abord, si vous le voulez bien, du premier lien, du lien de la mère à l'enfant, du lien de l'enfant à la voix maternelle, peut-être à la langue maternelle, c'est une question sur laquelle on reviendra cet après-midi. Puis, après cette découverte qui se fera par le chant, et plus particulièrement par les berceuses, dont je voudrais parler ce matin, eh bien, nous partirons à l'école des oiseaux pour découvrir les langages de l'univers. Au fond, c'est d'une forme de multilinguisme un peu particulière que je voudrais vous parler, lorsque l'enfant se met à l'écoute des langages de l'univers pour apprendre ce que les conteurs appellent le langage obscur. Tout cela est bien mystérieux, mais il faut bien un peu de mystère pour que vous acceptiez de me suivre jusqu'au bout. Et enfin, eh bien, nous parlerons de ce qui m'est peut-être le plus familier, c'est-à-dire de cette 3e école que constitue l'école du récit, et l'école des contes, et puis ensuite, eh bien, nous passerons aux questions que vous voudrez bien me poser. Alors voilà, premier apprentissage, sous le signe du lien, le lien de l'enfant à la mère, le lien de la mère à l'enfant. Nous allons d'abord parler, si vous le voulez bien, de la naissance. Commençons cette histoire par le commencement. Ce commencement est mystérieux. Car comme nous le rappelle Boris Cyrulnik, il y a 1000 manières de naître. Le jour de la naissance ne marque pas le début de la vie, mais simplement le jour où l'on tombe sous le regard des autres, où l'on est nommé, où notre sexe est reconnu. La vie a commencé bien avant. L'apparition du sentiment de personne se construit lentement. Le bébé est imaginé avant d'être perçu. Il est parlé avant d'être entendu. Ce sont des lignes donc extraites de l'ouvrage de Cyrulnik, Sous le signe du lien. Et l'on sait bien, vous le savez comme moi, que dans l'utérus, cette grotte sombre, chaude, parfumée et sonore, le bébé entend dès avant le jour de sa naissance les battements du cœur de la mère. Il entend la voix de la mère qui parle ou qui chantonne. Tandis que dans l'utérus, le fœtus, l'échographie nous le montre, suce son pouce ou attrape le cordon ombilical pour le téter. Donc ce premier lien
de l'enfant à la mère, de l'enfant à la voix maternelle. Vous le voyez, il commence bien avant la naissance, mais c'est maintenant des berceuses qui vont accompagner l'enfant lorsque l'enfant paraît, que je voudrais vous parler. Alors je vais ouvrir, si vous le voulez bien, sur une berceuse de Finlande, mais rassurez-vous, il y aura une berceuse colombienne un peu plus tard, sous contrôle. Voici ce que nous dit la berceuse de Finlande. Dors, dors, doux oiseau de la prairie, prends ton repos, rouge-gorge, prends ton repos. Dieu t'éveillera dans son bon temps. Il t'a disposé un joli rameau pour t'y reposer, un rameau doucement courbé avec des feuilles de bouleau. Le sommeil sur le seuil a dit, n'y a-t-il pas ici un petit enfant endormi dans un berceau, un petit enfant emmailloté dans une couverture de laine. Et de ces berceuses, on a pu dire quels étaient les chants de l'enfance, quelles étaient aussi l'enfance du chant, et peut-être le premier poème. Parce que ce tout petit enfant, ce nouveau-né, cet enfant qui découvre le monde, expulsé de l'enceinte obscure qui l'abrita pendant 9 mois, ce nouveau-né retrouve peut-être, par la berceuse, une chaleur perdue, celle d'une vie antérieure, rythmée par les mouvements de la mer, le flux et le reflux du souffle, par la rumeur du cœur. Le chant de la berceuse lui restitue cette musique intime et la caresse d'une voix qui hier encore l'enveloppait. Autour du tout petit, il recrée un univers éminemment chaleureux et sécurisant. Entre le corps de la mère et le corps de l'enfant, désormais séparés, on a coupé le cordon, il fait lien. Ce chant recrée de l'un à l'autre des mouvements de va-et-vient. Do, do, ninette, l'enfant pérette, maman est allée au bois, un fagot elle rapporta pour chauffer les pieds de notre petit. Le rythme régulier des berceuses, que vous connaissez fort bien pour les avoir chantées, mesdames, et pour les avoir entendues aussi, ce rythme régulier des berceuses, souvent construite sur 2 notes alternatives, reproduit à la fois les oscillations du berceau et les pulsations de la vie. Leur trame narrative est extrêmement stylisée, mais cette économie n'est jamais pauvreté. Et ce qui se dessine d'abord dans les berceuses, ce sont 2 figures tutélaires qui se penchent sur le berceau pour veiller sur l'enfant, jusque dans son sommeil, jusque dans leur absence. Dors, dors, petit enfant, ta mère est au coin du feu, ton père est dans la forêt, il t'apportera un oiseau sur la pointe du couteau. Évidemment, tous les textes que je donne sont des textes de berceuses populaires, vous l'imaginez bien. Et vous aurez remarqué que la mère sédentaire, gardienne du foyer, de la maison paisible, que le père aventurier, explorateur nomade, mais qui revient toujours à son point de départ, eh bien, entre eux, entre ces 2 figures, le trait d'union, c'est cet enfant. Car si l'homme est voyageur dans nos berceuses, et d'ailleurs souvent dans les grands contes merveilleux, le monde est son royaume, mais le lieu de rattachement est son enfant. Et l'enfant des berceuses n'est pas, selon le mot de Jean-Paul Sartre, un objet se détachant sur fond de monde. C'est vraiment l'objet fond sur lequel le monde se détache. Car vers cet enfant convergent toutes les offrandes, aussi modestes, aussi quotidiennes que celles des santons de la crèche. La veilleuse, qui lui, au-dessus du berceau, est une étoile, et la main tendue de l'enfant fait de nous des rois mages. Alors, encore une berceuse. Quand le petit s'éveillera, nous lui donnerons du lait, nous lui donnerons du potage, des amandes dans son tablier, des petits pains dans sa menotte, des bottines à ses petits pieds. Vous voyez que la berceuse est chant de la chaleur, elle est chant aussi de l'attente d'un sommeil qui tarde à survenir et qui gagne parfois la mère avant l'enfant, nous l'avons expérimenté. La berceuse, en même temps, est l'attente de ce passage redouté de la veille au sommeil, de l'univers connu à l'univers inconnu, lorsque s'ouvrent les portes
d'un monde ténébreux où le cauchemar rôde. Car la berceuse, vous le voyez, fait ici fonction d'attrapeur de rêves. Elle est comme un talisman poétique qui nous prémunit, qui prémunit l'enfant contre les terreurs nocturnes. La berceuse est une bulle de mots dans laquelle la mère emmaillote son enfant, au fond comme dans un nid d'ange. Cet enfant si petit la fait naître à elle-même, à cette indicible harmonie dont toute mère pressent déjà le caractère éphémère. Certaines berceuses expriment même le désir maternel de suspendre le cours du temps pour que l'enfant, ce tout petit enfant, reste encore un peu plus longtemps auprès d'elle, pour préserver l'enfant des atteintes du temps. Vous voyez, un peu comme dans le château de la Belle au bois dormant. Et dans l'invocation à Sainte Marguerite, c'est la patronne des femmes accouchées, eh bien, on le dit très explicitement. Né, petite, Sainte Marguerite, endormez-moi mon enfant jusqu'à l'âge de 15 ans. Quand 15 ans seront passés, il faudra la marier avec un garçon sage, qu'il fasse bon ménage dans une chambrette pleine de noisettes, un marteau pour les casser, du pain blanc pour les manger. Vous voyez, on croirait, c'est l'univers de Charles Trenet dans Une noix. Mais vous voyez qu'à ce rêve de régression, qui suggère un monde immobile, s'oppose, dans les invocations au sommeil, la description d'un personnage, c'est vraiment un personnage carnavalesque, c'est un personnage tonique et en même temps un personnage redouté qui chevauche des montures étranges en de fantasques va-et-vient. Et ce personnage, qui est aussi un héros de conte, c'est le sommeil. Berceuse occitane, que je ne donnerai pas en occitan. Sommeil, 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 viens, 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 sommeil, sommeil, viens de quelque part. Le sommeil est parti, à cheval sur une chèvre. Il reviendra demain matin, à cheval sur un poulain. Et lorsque le sommeil viendra, le bébé s'endormira. Le sommeil ne veut pas venir, le bébé ne peut pas dormir. Do, do, le bébé s'endort. Do, do, le petit bébé dort. Vous connaissez cette chanson pour l'avoir chantée comme moi. Alors, on aurait tort de voir, vous voyez, j'insiste sur les berceuses en ouverture de cette proposition sur apprendre à vivre, on aurait tort de voir dans ces berceuses des créations sans importance, des mélodies, des mélopées dormitives ou soporifiques à l'usage des petits-enfants. Parce que si la tombée de la nuit réactive en effet pour nous des craintes ancestrales, c'est aussi notre peur à nous, notre peur d'adultes, notre peur de parents que le chant exorcise. L'enfant qui vient de naître est si fragile qu'il ne pèse pas sur la terre, il n'est enraciné nulle part. Il est encore très proche du royaume des ombres et d'un royaume des ombres qui pourrait le reprendre. On peut se demander quel rêve passe sous ses yeux clos, et si l'enfant a une grimace, on craint qu'il ne soit peut-être gagné par une terreur nocturne. Mais il y a derrière la berceuse aussi l'apport de tout parent. Aujourd'hui encore, la mort subite du nourrisson, cette forme prolongée et définitive du sommeil, reste perçue comme une énigme. Dans les sociétés traditionnelles, cette crainte, cette angoisse de la peur de l'enfant était accrue du fait que l'enfant, de la naissance à son baptême, apparaissait comme particulièrement vulnérable, parce qu'il, innocent et exposé avant le baptême, il pouvait susciter la convoitise du diable. On devait se garder de faire osciller le berceau vide, de crainte que le diable ne vienne s'y installer, disait-on dans les Vosges. Et si le nouveau-né venait à mourir sans avoir été seulement ondoyé, sans avoir reçu l'eau du baptême, alors il serait condamné à errer sur la terre sous forme d'un papillon blanc, cherchant éperdument à échapper aux limbes. Les limbes, vous le savez bien, ce règne de l'inachèvement, de l'indécis. Le tout petit enfant, l'enfant qui vient de naître,
est un être sans nom, c'est un souffle ténu, c'est un fétu de paille que le vent pourrait emporter. Je vous assure que je ne suis pas en train de fabuler. Les devinettes nous le disent. Voici, devinette occitane encore. Sommeil, 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 viens, viens, viens. Sommeil, sommeil, viens de quelque part. Le papa est à la vigne, la maman est au baptême du filleul. Elle portera un papillon enveloppé dans un linceul. Mais le linceul était troué, le papillon s'en est allé. Le papillon, c'est l'âme errante. Tous les contes de la tradition orale nous le disent. Et plus précisément pour le papillon blanc, c'est l'âme des enfants qui sont morts sans baptême et qui continuent à harceler le voyageur en hasard en lui demandant « Sois mon parrain, sois mon parrain, sois mon parrain » pour pouvoir gagner le paradis. La berceuse n'est rien d'autre que cette incantation qui veut faire reculer les ombres. Elle est le chant de la vie brève, elle est le chant de la vie éphémère. Berceuse canadienne. Dors, bébé, dors, au sommet de la branche. Lorsque souffle le vent, le berceau se balance, mais que la branche casse, et alors aussi sec tombera le berceau, et le bébé avec. Le folklore des enfants ne dit pas autre chose. Il nous rappelle que la vie est un don, que la vie est un trésor et qu'elle est un miracle, mais qu'elle est un miracle éphémère parce que le temps nous est compté. Les écoliers américains des cours de maternelle, ils ont 4 ou 5 ans, font une ronde et ils chantent avant de se laisser tomber tous ensemble par terre, parfois dans l'eau d'une piscine, avec de grands éclats de rire. Ring around the rosy, pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. Dansons autour du rosier, les poches remplies de fleurs, cendres, cendres, nous tombons tous. Comme le dit magnifiquement Françoise Lou, qu'on retrouvera peut-être à la table des livres là-bas, l'enfant est notre père. Il connaît les secrets de la nuit d'où il vient. Comme l'aveugle qu'il est en naissant, il a exploré les ténèbres, il a tâtonné dans le noir, il s'est bercé dans l'antre obscur, et de cette vie antérieure, quelque chose en lui se souvient. Où j'étais avant d'être ici, demanda un jour un garçon de 3 ans qui m'est très proche puisque c'est mon fils. Tu étais dans mon ventre, dit la mère. Oui, mais encore avant. C'est une question difficile, lui dit le père. Moi, je sais, dit mon fils. J'étais par terre, j'étais dans la terre, je grignotais des feuilles. Après, suis-je dans les temps? Oui, je crois. Nous allons quitter ces berceuses. Alors, je sens que votre morale, comme ça, là, vous vous êtes dit, on va entendre une histoire merveilleuse, et elle est en train de nous parler de la vie et de la mort, et du caractère éphémère de la vie, et de la vie du jeune enfant. Alors, pour redonner peut-être un peu de lumière à cette séance, je vais aborder, si vous le voulez, le deuxième temps de cet apprentissage sous le signe du lien à l'école des oiseaux, avec une berceuse colombienne. Vous me pardonnerez, c'est une langue, l'espagnol est une langue que je ne maîtrise pas, mais je vais m'efforcer d'être bilingue pour un court instant avec votre indulgence. D'ailleurs, les Colombiens ici pourraient la reprendre peut-être. Duérmete, niño, duérmete tú, antes que venga el curucutú. Duérmete, niño, duérmete tú, antes que venga el guanaguana, kikiriki, kikiriki. Vous l'avez reconnu? Fais dodo, bébé. Vite, endors-toi, avant que ne vienne le petit duc du soir. Évidemment, c'est un oiseau d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud que nous trouvons plus rarement sous nos latitudes. C'est le curucutu. Fais dodo, bébé, fais dodo, avant que ne vienne le bec en ciseaux, cocorico. Oh, c'est le kikiriki, kikiriki. Ne voyez pas dans ce cocorico une quelconque expression d'une fierté nationale, encore que. Les berceuses sont de toutes les latitudes.
Donc, parlons maintenant, si vous le voulez, de l'école des oiseaux et de l'apprentissage de ces petits récits que nous appelons dans notre je surveille l'heure, car... Hein, ça va aller? Oui, ça va aller. Non, je suis inquiète parce qu'on a commencé un tout petit peu en retard et je m'y perds et j'ai promis de ne pas déborder. Donc, je vais parler maintenant de l'école des oiseaux et de l'apprentissage des langages de l'univers à l'œuvre dans ces récits qu'on appelle, en langage savant, des mimologismes. Qu'est-ce que sont les mimologismes? Vous les connaissez tous. Ce sont des petits récits qui donnent une interprétation humaine du langage des animaux, du cri des oiseaux, voire des bruits familiers qui rythment notre quotidien, mais particulièrement du chant des oiseaux. Et l'idée qui sous-tend ces mimologismes, ces petits récits, c'est celle du langage obscur. C'était au temps où les bêtes parlaient, nous disent les contes. Et en fait, au temps où les bêtes parlaient, nous entendions ce que disaient les langages obscurs de l'univers. Non seulement les oiseaux, non seulement les animaux, mais la pluie sur les toits, mais le vent dans les feuilles des arbres, mais les insectes dans les herbes. Et puis, nous disent les contes, il y a un moment où nous avons perdu la clé de ce langage-là. Ces langages, puisque nous parlons de multilinguisme, ces langages, eh bien, l'univers les parle. Simplement, l'homme ne les entend plus. Il en a perdu la clé. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est plus proche de retrouver la clé que les autres. C'est précisément le jeune enfant, le tout petit enfant. Et vous savez bien pourquoi? Parce que le petit enfant reste animiste au moins jusqu'à l'âge de 7 ans. Parce que pour lui, la pierre est vivante puisqu'elle roule, le torrent est vivant puisque l'eau du torrent dévale le ravin. Et donc, au fond, que des récits, que des contes lui donnent accès à ce langage des oiseaux, lui permet de se mettre à l'écoute des oiseaux dans un univers où tout fait sens, mais dans un univers qui est aussi débarrassé de toutes les cloisons dont notre monde est hérissé. Vous savez bien que nous avons hérissé des cloisons entre l'humain, l'animal, le végétal, le minéral, mais aussi parfois entre les humains, mais aussi des frontières entre les humains, mais aussi des barrières, mais aussi des murs. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Or, le conte nous parle d'un univers débarrassé de toutes ces cloisons-là. C'est l'univers des enfants que nous avons vu tout à l'heure sur ces images. Donc, mettons-nous, si vous le voulez bien, à l'école des oiseaux. Alors, les mimologismes, c'est très simple. Ils sont construits généralement sur une onomatopée, kikiriki, aussi proche que possible du langage de l'oiseau, du chant de l'oiseau, et par une traduction humaine. Je commencerai, si vous le voulez, par un tout petit récit pour vous les donner à entendre, et je suis sûre qu'ici, les Français et les Colombiens, les gens venus de Nouvelle-Calédonie qui nous arrivent et de tous les continents, il y a peut-être des Australiens ou des Américains parmi vous, vous allez vous dire « mais oui, bien sûr, je les connais ». Alors, je vais en donner un en français. C'est l'histoire d'un fermier qui est criblé de dettes et qui ne veut pas payer ses dettes. Alors, les animaux se réunissent autour du fermier pour commenter ce qui se passe et pour lui donner des conseils. Et la caille dit « paye tes dettes, paye tes dettes ». La perdrix dit « paiera-t-il, paiera-t-il, paiera-t-il ». L'oie dit « j'paierons, j'paierons, j'paierons ». Les canards « can, 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 can ». Et le mouton qui est là aussi « jamais ». Voilà, c'est un mimologisme. Vous voyez que l'histoire, elle est minuscule. Au fond, tout le plaisir est dans ce dialogue des animaux dont on nous donne la clé immédiatement et dont on peut se dire qu'il y a là, au fond, une école, une voie d'accès. Je n'y voyais plus rien, ce ne sont pas mes lunettes, pardonnez-moi, ça c'est formidable. Vous voyez, depuis le début, je vous parle avec... C'est à vous, voilà, c'est formidable. Bon, c'est pas grave, hein, elles sont là. Ah ben voilà, merci, vous voyez, c'est extraordinaire.
c'est vous dire que j'ai des papiers pour faire semblant, mais en fait, depuis le début, je ne vois rien. Voilà. Bon, ça fait rien. Pardon, voilà, vous voyez, je disais, la technique est toujours présente, encore faut-il savoir la maîtriser. Et dans mon enthousiasme, je n'ai pas vu que ça n'était pas mes lunettes, donc celles-ci me vont mieux à l'image, je suis sûre, voilà, mais enfin, voilà, bon. Alors, pardon pour cette... voilà. Ici, je voulais simplement revenir un instant à mes petits documents. Les mimologismes, donc, sont souvent bâtis sur une onomatopée et sur sa traduction en langage humain. Vous allez me dire que, oui, bien sûr, ils sont présents, mais qu'on est assez loin de l'univers des grands contes que nous allons pouvoir découvrir à accès ou dans les écoles et dans les bibliothèques en Colombie, ces contes qui ont été littérairement adaptés. Détrompez-vous, les mimologismes sont présents au cœur des plus grands contes lorsque des animaux ou des oiseaux se mettent à parler dans le conte pour commenter l'action, c'est souvent une action humaine, un peu à la manière dont le fait dans la tragédie grecque le chœur antique. Un exemple, c'est celui de Cendrillon, et si vous voulez, je vais faire parler ici la Cendrillon des frères Grimm. Je maîtrise mieux l'allemand que l'espagnol, pardonnez-moi. Alors, dans la Cendrillon des frères Grimm, vous savez qu'au moment de l'essayage de la pantoufle, l'une des sœurs va se taillader le pied et le talon pour rentrer dans la pantoufle. Son pied saigne, mais elle arrive à chausser la pantoufle. Le prince se sent tenu de tenir parole, car les princes en ce temps-là tenaient parole, et donc il emmène, il n'y a aucune allusion politique, détrompez-vous, nous sommes à la Maison de l'Amérique latine, je parlais des princes du passé, et donc les princes tiennent parole encore aujourd'hui. Voilà, donc le prince tient parole, et donc il emmène sur sa mule ou sur son cheval la fille qui s'est tailladé le pied et qui a réussi à chausser la pantoufle. Et dans toutes les versions, dans la version des frères Grimm comme dans les versions orales, il y a des oiseaux qui très souvent se réunissent sur la route pour commenter la méprise du prince et pour l'avertir. Version des frères Grimm, ce sont des colombes. Ruckedigook, Blut ist im Schuck. Der Schuck ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim. C'est-à-dire, Ruckedigook, vous avez bien compris, c'est le roucoulement de la colombe. Moi, je ne suis pas conteuse, mais vous aurez reconnu la colombe. Ruckedigook, le sang est dans la pantoufle, le soulier était trop petit, la vraie fiancée est encore au logis. Le prince, dans la version des frères Grimm, il est très réactif, il revient immédiatement dans la maison pour y chercher la fiancée. Souvent, dans les versions orales, ça ne se passe pas comme ça. On a par exemple une version lorraine où ce sont des enfants qui l'avertissent. « Et le beau, tu prends la belle et tu laisses la laide. » Et la version nous dit « Le prince se retira dans son château et il resta 3 jours, ou 7 jours, 8 jours. Et puis, il réfléchit. » Et il revint là d'où il venait, il rechercha la jeune fille qui était cachée dans la maison, il la retrouva et il l'épousa. Généralement, ça fait rire mes étudiants, qui sont de grands enfants, comme chacun sait, et qui ne sont pas si éloignés de l'enfance. Mais je dis parfois, il nous faut beaucoup plus de 3 jours, ou de 7 jours, ou de 8 jours, pour entendre ce que disent les oiseaux ou ce que disent les animaux. Il y a des avertissements qui nous sont donnés par les donateurs, dans la vie aussi, et quelquefois nous mettons des années à les comprendre, et nous nous dirons beaucoup plus tard, si j'avais su. Mais notre prince, vous voyez, il ne tient pas seulement parole, il est éminemment réactif, puisque lui comprend le langage des oiseaux. Les enfants sont extrêmement sensibles à ce langage des mimologismes. Ils sont extrêmement sensibles à ce renvoi d'un temps où les bêtes parlaient. Et les oiseaux parlent très souvent, j'attire votre attention là-dessus, parce que ça vous intéressera sans doute par rapport à l'un des axes de ce conte qui est le bilinguisme.
Les oiseaux parlent très souvent dans le conte dans des formulettes. Roukedigouk, bloutistimchouk. La formulette des colombes, elle est souvent rimée, rythmée, chantée. Les formulettes, vous savez, ce sont ces petits refrains extrêmement mystérieux dans les contes que très souvent le conteur chante, le conteur ou la conteuse. Il va changer de voix, il y a des conteurs dans la salle, pour chanter la formulette autrement. Et on a l'impression toujours que la formulette nous vient d'ailleurs et de plus loin. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Or, par rapport à cette question du bilinguisme, on a observé que très souvent, la formulette est donnée dans, si le conte est en français, dans le dialecte de la province qui raconte. Il va être donné en occitan, en dialecte occitan, puisque, en tout cas pour la région du Livradois sur laquelle j'ai travaillé, c'est le dialecte qu'on utilise. Si le conte est en espagnol, c'est une question. Regardez bien si la formulette n'est pas donnée, soit dans une langue plus archaïque que celle du reste du conte, voire dans une autre langue, voire dans l'une des 62 langues indiennes qui sont celles de la Colombie. En tout cas, il y a dans les formulettes une sorte de conservatoire de la langue, parce que ce texte-là semble avoir été appris par cœur. Il est restitué au plus près, comme les formules magiques. À l'époque de Perrault, j'ai cité la formulette de Sœur Anne, le verbe verdoyer et le verbe poudroyer sont déjà sortis de l'usage. Ce sont des archaïsmes. On ne les emploie plus. Et s'ils vont revenir dans la langue française, c'est par la force d'une formulette de conte. C'est pas formidable, ça? Moi, je trouve ça merveilleux. Bon. Eh oui, j'ai 5 minutes de retard. Non, vous n'avez pas de retard. Non, j'ai pas de retard. Bon, oui, enfin, bon, elle est gentille. Elle est gentille. Donc, je viens de parler, si vous le voulez, avec les formulettes et les mimologismes, de ce qu'on appellera volontiers la chanson du conte. Les enfants aiment se mettre à l'école des oiseaux. Et il y a un lien très particulier que les petits garçons, je vais parler ici un peu d'une répartition sexuée, mais que les petits garçons entretiennent au langage des oiseaux. Je vous renvoie sur cette question aux magnifiques travaux de mon ami, aujourd'hui disparu, prématurément disparu, mais les êtres que nous aimons sont toujours trop tôt disparus, Daniel Fabre, qu'il me plaît d'évoquer, car quand on parle d'un homme, c'est qu'il est vivant, donc Daniel Fabre est bien présent parmi nous, et lui a consacré toute une série d'études au langage des oiseaux et à la présence de ces oiseaux dans les apprentissages des garçons. Vous savez bien, apprendre à siffler, apprendre à chanter le langage des oiseaux, apprendre à construire des cabanes, apprendre à tirer à la sarbacane ou à utiliser les appâts pour attirer les oiseaux. Donc, il y a du poétique et il y a du guerrier déjà dans cet apprentissage qui est vraiment, dans les sociétés traditionnelles, un apprentissage des garçons. Je voudrais terminer cette deuxième évocation trop rapide de l'école des oiseaux par cette magnifique citation de ce magnifique ouvrage, je m'engage, mais ça ne concerne que moi, qui est La promesse de l'aube de Romain Gary. « Je feins l'adulte, écrit Romain Gary, mais secrètement, je guette toujours le scarabée d'or, et j'attends qu'un oiseau se pose sur mon épaule pour me parler d'une voix humaine et me révéler enfin le pourquoi et le comment. » C'est magnifique. Vous voyez qu'un oiseau se pose sur mon épaule et me parle d'une voix humaine. C'est vraiment ce que réalisent les mimologismes. C'est pourquoi je souhaitais mettre notre enfant à l'école des oiseaux. Nous allons maintenant parler, peut-être plus brièvement encore que, d'une école qui vous est évidemment plus familière, c'est l'école du récit et c'est l'école des contes qui nous place toujours sous le signe du lien. Alors vous savez qu'on a souvent tenu dans
le même mépris, le petit enfant, ça n'est plus le cas aujourd'hui, et ça n'est pas le cas ici, mais le petit enfant ignorant à cause de son âge, et le peuple ignorant de par sa condition. Le petit enfant ignorant à cause de son âge, et la femme, et surtout la vieille femme, dont les récits semblaient être tout juste bons à distraire et à amuser des enfants. Cicéron les appelait déjà des fabulae aniles, des récits de vieilles. Dans les dictionnaires historiques en français, on les appelle quoi? Des contes de servantes, des contes de nourrices, des contes de ma mère loi, l'expression est antérieure à l'époque de Perrault, des contes à dormir debout, des fables ridicules. Vous voyez qu'il y a au fond l'idée que ces récits, que les contes, étaient des contes transmis dans le cercle familial par des vieilles femmes. Un récit de femme, ça n'était déjà pas grand-chose. Un récit de femme qui n'a plus toute sa tête, Fabula et Aniles, à des tout petits enfants, et que ce récit faisait lien. Cette idée, qui est une idée très répandue, est évidemment fausse. D'abord parce que les conteurs sont à la fois des femmes et des hommes, il y a de très grands conteurs hommes et femmes, et si les femmes racontaient plus volontiers dans le cercle de famille les contes merveilleux, les récits de peur en particulier, les récits fantastiques, mais les contes merveilleux aussi pouvaient être transmis par des hommes. Ensuite et surtout parce que, si vous ne deviez retenir qu'une chose de cette troisième école, c'est celle-ci. Les contes merveilleux dans les sociétés traditionnelles, on ne le dira jamais assez, n'étaient pas destinés aux enfants. Le conteur s'adressait au cercle des adultes, ou plus exactement à un cercle qui réunissait toutes les générations confondues. Il s'adressait au plus large public, et les enfants se sont peu à peu appropriés des récits qui ne leur étaient pas destinés. Pour la petite histoire, les seuls contes conçus à l'usage exclusif des enfants, vous les connaissez bien sûr, ce sont les contes d'avertissement, c'est-à-dire les contes qui se terminent mal. Car ces contes d'avertissement, fondés sur un schéma très simple, une introduction est formulée par un personnage adulte, donc sage. Deuxième temps, le héros la transgresse. Le héros, qui est un enfant ou un animal, la transgresse. Troisième temps, il est puni. Ces contes d'avertissement étaient évidemment destinés à mettre en garde le jeune enfant contre des dangers possibles. L'eau, le feu, le loup, l'inconnu qui les attend à la sortie de l'école. Vous voyez, on est vraiment dans un conte de mise en garde qui ont pu participer d'une pédagogie de la peur contre laquelle on s'est évidemment, dès l'époque de Perrault, inscrite en faux. Donc, parlons, si vous le voulez, très rapidement, des raisons qui font que les contes, particulièrement les contes merveilleux, fournissent à l'enfant une école, qui va être une école d'apprentissage du lien et de la relation. D'abord, vous le savez, je vais aller assez vite, car je sais que ce sont des choses qui vous sont familières. D'abord parce que, vous le savez, le conte nous fournit un univers, le conte merveilleux, un univers fondé sur des oppositions très marquées. La noire et la blanche épousée, le riche et le pauvre. Le plus pauvre berger de la province s'en va rencontrer une princesse qui, elle, mange tous les jours dans des assiettes en or. Le conte merveilleux ne connaît pas la nuance, il est fondé sur des oppositions très marquées. Or, cela est parfaitement adapté à la perception du jeune enfant. Les études de Piaget et de Wallon nous l'ont montré. Pour l'enfant, eh bien, il y a les grands et les petits. De ton père ou de ton grand-père, lequel est le plus grand? Demande-t-on à un enfant de 3 ans. C'était avant l'époque d'Internet. C'est Piaget qui pose la question. Tous les deux du même âge, répond l'enfant. Pourquoi? Parce qu'ils sont aussi grands.
C'est un univers en noir et blanc, un univers aisément déchiffrable, un univers qui en première lecture peut apparaître comme manichéen et dans lequel l'enfant se retrouve. Ensuite, le conte fournit à l'enfant ce qu'Éric Berne appelle un scénario de gagneur, et c'est très important. Je ne parle évidemment pas du scénario de gagneur que peuvent privilégier des schémas qui seraient ceux, par exemple, d'une résistible ascension ou d'une irrésistible ascension qui serait celle, par exemple, d'un homme d'affaires ou d'une... Bon, évidemment, je viens de citer Arturo Ui, donc pourquoi pas. Non, je parle du scénario de gagneur qui fait que le héros, défavorisé à l'origine par sa taille, par son origine, par sa position dans la famille, parfois par sa force, par sa sottise. C'est un héros qui peut être faible, chétif, laid, pensez à Riquet à la houppe, cadet. Si Benjamin, si c'est une famille de 7 enfants, le héros sera évidemment le plus jeune. Donc il cumule tous les handicaps et le conte nous invite à suivre un schéma narratif qui nous dit une histoire, qui nous dit qu'il viendra à bout de plus puissant que lui. Qu'il viendra à bout de plus puissant que lui grâce au donateur du conte, mais aussi par, comme pour le petit Pousset, par les seules ressources de son esprit vif et subtil. Et ce scénario de gagneur est extrêmement réconfortant pour l'enfant aux heures sombres de sa vie et aussi pour l'enfant que nous avons été, car il dit à l'enfant, quelles que soient les difficultés que tu traverses, quelles que soient les épreuves, celles que te réserve parfois ta famille, qui devrait être le lieu le plus sécurisant, la société, l'école, les adultes, dans un monde incertain, dans un monde qui peut être hostile, eh bien, quelles que soient ces épreuves, toi aussi, un jour, tu trouveras ta place, tu feras ta place au soleil. Et c'est donc, vous le voyez, une leçon d'optimisme qui nous est donnée. Que puisse-t-on d'abord dans les contes ? Une incommensurable énergie. Pour Bruno Bettelheim, le conte, vous le savez, a surtout le mérite d'exprimer des réalités que l'enfant pressent, mais dont il ne veut pas ou dont il ne peut pas parler. Les plus célèbres de nos contes évoquent à mots couverts des tabous. Le tabou de l'inceste, Peau d'âne, qui fuit son père qui voudrait l'épouser. La crainte de la castration, le loup de Prokofiev qui aura la queue coupée. La scatologie, dans les versions anciennes orales, le loup des 3 petits cochons ne détruit pas les maisons par son souffle, comme chez Walt Disney, merveilleux chef-d'œuvre de Walt Disney, mais par la seule force de son paix destructeur. Bien sûr, les censeurs sont passés par là, et c'est aujourd'hui du souffle destructeur que l'on parle. Mais vous pouvez parler du paix destructeur aux enfants de 3 ans, ils en seront ravis, croyez-moi. Voilà. Donc, le conte a le mérite d'exprimer des réalités que l'enfant pressent, mais dont il ne veut pas ou ne peut pas parler. Et le conte nous apprend aussi à l'enfant à jouer avec sa peur, à apprivoiser la peur. Pensons à ce qui se passe, vous savez, par exemple, dans Le Petit Chaperon Rouge, en ce moment si important où la petite fille et le loup se trouvent ensemble dans le lit. La petite fille se déshabille, dit le texte de Perrault, et elle va rejoindre le loup dans le lit, où elle fut très étonnée de voir comment sa grand-mère était faite en son déshabillé. Eh bien, très souvent, quand on lit cette version à des enfants de maternelle, les enfants rient. On a enregistré ça. Ils vont toucher leurs voisins, ils vont faire du bruit. Et quand le professeur ou le bibliothécaire ou le conteur leur demande pourquoi ils ont ri, silence. Les enfants savent quelque chose qu'ils ne peuvent pas exprimer. Ils aiment que le petit chaperon rouge et le loup soient couchés ensemble dans un lit. Et au moment où l'adulte, le père ou la mère, vous savez, dans ce point culminant de l'attention, dit « Oh, mère grand, que vous avez de grandes dents, c'est pour te manger !»
Et l'adulte, très souvent, se jette sur l'enfant pour le manger, pour le dévorer de baisers avec de grands éclats de rire. Eh bien, c'est aussi une peur que l'on apprivoise ici, dans cette école des contes, où, vous le voyez, nous retrouvons le lien, bien sûr, le lien, car enfin, le conte représente un matériau psychopédagogique irremplaçable dans mon abécédaire du monde. Il représente un matériau psychologique irremplaçable, d'abord parce que dans cet abécédaire, comme le rappelle Bettelheim, l'enfant apprend à lire dans le langage des images et il apprend à déchiffrer le monde. Parce que le conte est un réservoir fantasmatique qui permettra au jeune enfant de se libérer de ses craintes par des scénarios qui sont des scénarios réconfortants. Parce qu'il donne à la mère, au père, au bibliothécaire, à l'adulte, la possibilité d'établir une relation chaleureuse et vivante avec l'enfant. Bien sûr, surtout lorsque le conte est dit, mais aussi lorsqu'il est lu, car il est porté par la voix de la mère ou du père, et ce moment-là, ce moment de la lecture du conte ou de la narration, c'est une cérémonie. Lorsque le conte est ainsi un trait d'union entre l'adulte et l'enfant, entre l'enfant et le monde qui l'entoure, j'ai parlé de la découverte de l'univers, entre l'enfant et la société qui s'ouvre à lui et qu'il découvre, alors je crois que le conte remplira pleinement sa fonction en apprivoisant, en permettant à l'enfant d'apprivoiser le monde, en favorisant sa découverte du monde et sa découverte des autres. Puisque dans ce magnifique dialogue entre la France et la Colombie, nous tissons ensemble des langues et des cultures, j'aimerais que la dernière parole revienne, si vous le voulez, à la tradition orale et à un proverbe irlandais qui dit, et je crois que tous les enfants ont fait sien ce proverbe, du moins je le souhaite, qu'un étranger, c'est un ami que l'on n'a pas encore rencontré. Je vous remercie de votre attention.